va entrer dans le sujet principal de cette émission qui concerne ce sommet extraordinaire qui s'est tenu du côté de N'Djamena. Ils étaient réunis en session extraordinaire le 25 octobre dernier à N'Djamena pour évaluer la situation économique de la sous-région et trouver une stratégie commune de sortie de crise. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, vous le savez déjà, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont engagés à l'issue de la conférence pour une sortie de crise coordonnée, concertée, maîtrisée et solidaire. Mais surtout, on a salué le fait qu'ils ont dit non à la dévaluation du franc CFA. Entre autres résolutions prises, la conférence et les chefs d'État encouragent la Banque des États de l'Afrique centrale à poursuivre l'application de toutes les mesures de son ressort nécessaires à la stratégie de sortie de crise, au redressement des économies de la CEMAC et au maintien de la stabilité monétaire et financière. Mais s'agissant de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la conférence des chefs d'État a aussi décidé de la réforme de cette institution et a pris notamment les mesures suivantes: la séparation des fonctions du président de la BDA, qui est le président du conseil d'administration, la création d'un comité de crédit et d'un crédit de rémunération, et les travaux des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC ont par ailleurs permis de lancer un appel au renforcement de l'intégration sous-régionale et à l'amélioration de la gouvernance. Les chefs d'État ont enfin renouvelé leur engagement pour la résolution des poches de conflit et d'insécurité dans l'ensemble de l'espace CEMAC. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il n'y aura pas d'évaluation du franc CFA. Mais au-delà de cela, on retient aussi des attitudes de deux chefs d'État de cette zone CEMAC-là, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale, qui ont décidé de ne plus se plier aux injonctions du Fonds monétaire international parce qu'ils estiment que toutes les réformes qui ont été prises par cette institution-là n'ont pas donné de bons fruits. Au contraire, il y a beaucoup de misère dans leur pays, mais qu'ils peuvent se battre eux-mêmes. Ils ont décidé de se tourner vers la Chine, avec laquelle ils pourraient faire un partenariat véritablement gagnant-gagnant, et c'est déjà ce qui se voit dans cette coopération Chine-Afrique, Chine-Guinée équatoriale, Chine-Congo-Brazzaville. Eh bien, on en parle avec nos invités sur le plateau qui, pour la plupart, maîtrisent bien ces questions économiques. Et on recommence avec vous, Edmond Kouyaté, sur cette question. Comment qualifier l'attitude de ces deux présidents, Denis Sassou Nguesso, Obiang Bazogo, qui préfèrent la Chine plutôt que de se plier aux injonctions du Fonds monétaire international? Disons déjà que c'est d'apparence, ça peut sembler être une très bonne attitude, parce que vous savez que notre demande, ou alors la demande africaine, a toujours été de s'affranchir, de s'émanciper un peu de tous ces organismes qui véritablement n'ont pas le souci de notre développement. Il faut le dire, il n'y a aucun pays qui peut dire que j'ai réussi à structurer mon économie et à poser les jalons de mon développement avec le concours du FMI. Ça n'existe pas. Donc nous savons que tant que nous sommes sous, n'est-ce pas, la coupole du FMI, de la Banque mondiale et de tous ces autres organismes, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à attendre. Donc d'apparence, ça peut paraître une bonne attitude. Mais ce que j'ai toujours dit, Tony, c'est que nous devons éviter la prostitution partenariale. C'est-à-dire, nous devons éviter de nous comporter comme la jeune fille qui part d'un foyer à un autre et qui finalement n'a pas de stabilité de foyer. Il faut qu'on évite cela. On doit apprendre à se prendre en charge. Il est aujourd'hui le grand défi aujourd'hui, face, n'est-ce pas, à la menace globale, face à la grande menace impérialiste. Le grand défi aujourd'hui, ce n'est pas de changer de partenaire, ce n'est pas d'aller d'un partenaire à un autre, mais c'est de pouvoir mettre en place des véritables politiques qui nous assurent une souveraineté au sens large du terme, c'est-à-dire que nous puissions répondre de nous-mêmes, que nous puissions, n'est-ce pas, poser les bases de notre propre développement interne et que nous puissions nous armer d'outils qui nous permettent de répondre efficacement devant, n'est-ce pas, face à la menace impérialiste. C'est de ça dont il est question. Sinon, le risque serait, n'est-ce pas, de changer de partenaire aujourd'hui et comme en partenariat, en matière de partenariat interétatique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de philanthropie, il n'y a que des intérêts qui comptent, ça il faut le savoir. Le risque serait que demain, lorsque la Chine, qui aujourd'hui apparaît à l'air un peu
angélique, demain, lorsqu'elle deviendra gourmande et qu'elle, peut-être, je vais dire, ses exigences internes voudront, quand je dis exigences internes, vous savez que lorsqu'on va dans une coopération comme celle que la Chine veut, c'est parce qu'on est intéressé par quelque chose. Lorsque demain, peut-être ses exigences sur le plan économique voudront qu'elle demande encore plus de ressources et qu'elle utilise même des méthodes peu orthodoxes pour vouloir en extraire, alors on va encore commencer à tirer sur eux en disant c'est pas de bon partenaire, c'est ceci. Il faut qu'on évite cela. Il faudrait que nous, sur le plan interne, nous puissions avoir une organisation qui nous permette, comme je le disais, de bâtir notre propre développement, de construire nos propres sociétés. Nous avons la capacité, nous avons tout le potentiel qui nous permet de le faire. C'est déjà bon si on peut sortir des griffes, n'est-ce pas, du FMI. Mais il y a un adage chez nous qui dit il faut éviter de fuir la pluie pour aller se jeter dans l'océan. Parce que dans tous les cas, sur la pluie, vous vous mouillez peut-être, mais dans l'océan, vous vous mouillez et vous courez le risque de vous noyer. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on évite la prostitution partenariale. Tout dépend de ce que nous allons chercher dans un partenariat. Si on va avec les Chinois pour se comporter comme des éternels bébés assistés qui vont se faire téter au biberon en croyant que la Chine va prendre en charge tous nos problèmes, en croyant que la Chine va nous donner de l'argent pour que nous venions faire de la gabegie interne comme nous sommes passés maîtres dans l'art de cette histoire-là, ce n'est pas bien. Il faudrait que si nous allions vers la Chine, que nous nous appuyions sur la Chine, parce que la Chine a une histoire enviable, c'est-à-dire en matière de développement. Nous savons que dans les années 82, la Chine était sensiblement au même niveau de développement que nous. La Chine, c'était un pays du tiers-monde, un pays pauvre. Alors, au jour d'aujourd'hui, la Chine est devenue une très grande puissance économique, si c'était la première, parce qu'en réalité, il faut savoir que si on prend en compte un certain nombre de facteurs, un certain nombre de variantes, la Chine serait véritablement la première puissance économique. Alors, donc la Chine a une histoire, a une leçon à nous donner. Comment est-ce que la Chine a fait pour partir du pays du tiers-monde, du pays pauvre, du pays misérable, pour aujourd'hui c'est ici au firmament, n'est-ce pas, en termes de développement? C'est peut-être ce que nous devons aller copier là-bas. Nous devons pas aller là-bas comme des bébés qui, au biberon, et à demander à la Chine de nous mettre du biberon dans la bouche tout le temps. Un proverbe chinois dit d'ailleurs, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner un poisson tout le temps. C'est ça dont il est question. Si nous allons tendre la main pour dire aux Chinois tous les jours, donnez-moi un morceau de poisson, donnez-moi un morceau de poisson, il est fort possible qu'un jour nous nous retrouvions à faire face aux mêmes difficultés que nous avons aujourd'hui avec nos anciens partenaires, avec nos partenaires classiques. Donc allons apprendre, n'est-ce pas, le modèle chinois. Ils se sont refermés sur eux-mêmes, ils ont décidé eux-mêmes d'être les maîtres de leur développement sans attendre la coopération française, l'agence française de développement, la coopération du Commonwealth, la coopération. Ils n'ont pas attendu cela, ils n'ont jamais demandé cela, ils n'ont pas attendu la francophonie et un certain nombre d'instruments internationaux qu'on nous fait croire que ça peut développer l'Afrique. Non, ils ont bâti un modèle économique propre à eux, interne, en s'appuyant sur leur culture, sur leurs valeurs, sur leur potentiel naturel. Et quand c'était nécessaire, ils ont triché chez les autres. Vous savez que plusieurs fois, on les a accusés d'espionnage industriel. Ça veut dire qu'ils sont allés, quand ils ne pouvaient pas, quand ils ont reconnu qu'ils sont limités, ils ont trouvé le moyen, n'est-ce pas, de dépasser leurs limites en allant tricher ailleurs. Et c'est pour ça qu'une fois, moi j'ai dit ici, il y a une aberration chez nous qui consiste à dire, nous attendons le transfert de technologie. Il faut oublier cela, ça ne se fait pas. La technologie, soit on l'achète si on a beaucoup d'argent, soit on vole si on n'a pas de l'argent. Et les Chinois l'ont fait. Donc c'est pour dire que nous, c'est ce que nous devons aller chercher. Si les Chinois leur disent comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir poser des bases solides de votre développement et qu'ils nous disent voici comment nous avons fait et puis que nous puissions, n'est-ce pas, en tirer des grandes leçons. D'accord, on retourne du côté de Yaoundé. Docteur Yatcho, est-ce que vous comprenez la position du président Biankema Bazogo de la Guinée équatoriale et du président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville? On estime certainement qu'ils ont pesé le pour et le contre, qu'ils ont bien mûri leurs réflexions pour ne plus se plier aux injonctions du FMI. En outre, la question est celle de savoir,
est-ce qu'on peut compter, on peut encore compter sur le FMI après avoir vu toutes les décadences des réformes qui ont été proposées aux pays africains de la zone CEMA? Les injonctions du FMI, tout ce que le FMI a préconisé sur le plan économique, s'est soldé généralement par des échecs, par le renforcement du niveau de pauvreté dans les États, avec parfois la constitution d'une élite qui s'enrichit plutôt sur le dos du peuple. À ce niveau, on peut comprendre la position des présidents que vous avez cités précédemment. Il faut dire que le FMI, dans les mesures qu'il met en place, préconise des mesures à la fois à court terme, conjoncturelles, et des mesures à long terme qui sont sur le plan structurel. À court terme, par exemple, ils veulent que le déficit budgétaire se règle d'une certaine manière. À court terme, ils préconisent la dévaluation. Et on sait très bien que cette dévaluation renchérit les coûts. Et en renchérissant les coûts, ça diminue le pouvoir d'achat des populations locales et ça relève et renforce la pauvreté. À court terme, également, il préconise l'élévation des taux d'intérêt pour attirer les capitaux. Mais lorsque on élève les taux d'intérêt, on est en train d'élever également les charges de la dette de l'État. Et on met à mal les investisseurs qui sont locaux. À long terme, ils préconisent par exemple la réforme du système bancaire, ils vont préconiser la privatisation des terres. On parlait tantôt de Madagascar où un chef d'État en exercice a donné des terres à des consortiums étrangers qui devaient cultiver non pas pour nourrir même la population malgache, mais plutôt pour l'exportation. À long terme, ils préconisent, j'ai dit tantôt des privatisations, ils préconisent un modèle économique fondé sur les exportations, mais même pas une exportation des produits de qualité qu'on a transformés, mais un modèle économique fondé sur les exportations des ressources naturelles. Ça veut dire que nous sommes toujours à ce moment-là l'objet ou les victimes des fluctuations sur le marché international. Et lorsqu'on sait donc, lorsqu'on va dévaluer, cette dévaluation ne va même pas améliorer la situation parce que nous allons exporter, nous dépendons toujours de ces cours sur le marché international. Et surtout, même pour alors exploiter, nous devons importer les matières, les produits qui vont nous servir comme consommation intermédiaire pour exporter. Et cela revient 2 fois plus cher, 3 fois plus cher. Sur ce plan, je peux comprendre la position du président Sassou Nguesso et du président de la Guinée équatoriale. Mais seulement, lorsqu'on va maintenant s'adosser sur la Chine a un modèle. Lequel modèle est le fruit d'une longue histoire, vraiment mise en place, et qui fait de la force de la Chine. À un moment donné, la Chine a eu à se renfermer sur elle-même. À un moment donné, la Chine a développé une philosophie du développement qui n'est pas la nôtre. Par exemple, prenez, en Chine, une corruption ou un détournement d'un denier public est considéré comme un crime économique et comme un grand crime. Si nous étions dans la Bible, je dirais que c'est considéré comme une abomination. Et à ce titre, généralement, on peut même vous condamner à mort. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe sous les tropiques et dans ce qu'un des copanélistes appelait la néocolonie, on se rend compte que parfois c'est le sport préféré de toutes les élites qui sont en place. Parce que ces élites transforment l'État en une fonction objective dans laquelle ils se servent. Et au bout duquel ils font de l'État un objet pour eux. En réalité, ils privatisent la sphère de l'État, prenant les avantages là où ils le veulent. Donc aller vers la Chine alors qu'on n'a pas encore repensé notre modèle, notre transformation interne, nous ne pourrons pas réussir. Par exemple, la Chine préconise la méritocratie. Mais nous voyons très bien que ce n'est pas le modèle qui est préconisé souvent dans nos pays. Ce qui est préconisé souvent dans nos pays, c'est plutôt la gabegie, le détournement, la corruption, le népotisme, et je dirais encore d'autres mots qui arrivent, qui sont le tribalisme et ainsi de suite. La Chine a une conscience, une identité sociale, mais dans nos États,
nous n'avons pas d'identité sociale. Nous n'avons pas de conscience sociale, s'il vous plaît. Nous avons plutôt une conscience identitaire. Et nous ne nous référons pas à un projet économique parce qu'il y a un programme qui est conséquent, qui est pertinent. Nous nous référons à un projet économique parce que ça renvoie aux frères, au clan, à la tribu, à l'ethnie. Donc, aller vers la Chine, alors que la Chine est en train de mettre en place des mécanismes qui préservent ses intérêts et qui assurent le bien-être de ses populations, si nous ne développons pas également une espèce de mentalité pour préserver nos intérêts à nous, nous aurons échoué. Parce que la Chine, ce n'est pas comme si on allait vers Dieu ou vers Jésus-Christ, qui dit que bon, il vous apporte le salut. La Chine est là pour des objectifs qui sont précis. C'est le rayonnement de la Chine, c'est la puissance de la Chine. En aucun moment, la Chine ne peut paraître comme un catéchiste ou comme un prêtre qui vous apporte le pain béni. Si nous allons vers la Chine en croyant que nous sommes les plus belles filles du monde, nous allons nous leurrer. Parce que la Chine a également sa manière de faire. Et la manière de faire de la Chine, c'est de constituer le plus grand capital, c'est de constituer une forte accumulation. Voilà ce que je peux dire sur ce plan. Merci beaucoup, docteur Yatcho. On revient sur le plateau central avec Dalbaris Mondjou sur cette question. On a écouté docteur Yatcho du côté de Yaoundé et Edmond Kuaté, eux qui estiment qu'il ne faudrait pas seulement changer de partenaire de cette façon, mais il faudrait peser véritablement les variantes qui pourraient permettre au partenariat Chine-Afrique de donner de bons résultats. On parle de souveraineté des pays africains. Est-ce qu'on ne peut pas placer ça sous le signe de la souveraineté